Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va consacrer cette émission sur la situation dans les territoires palestiniens et les moyens ou bien les efforts déployés par la communauté internationale et les différentes parties pour instaurer la paix dans les territoires palestiniens entre Israéliens et Palestiniens. Nous commençons avec une déclaration de la part du président palestinien Mahmoud Abbas, qui a affirmé que le peuple palestinien appréciait l'initiative du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi d'offrir 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza et le soutien des territoires palestiniens occupé. Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry à Ramallah, le président palestinien a apprécié les efforts que l'Égypte a déployés ces dernières semaines pour maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le président palestinien a souligné que ces efforts reflétaient la place de l'Égypte sur les niveaux arabes, régional et international et son rôle historique continu pour soutenir le processus palestinien et la défense de droits arabes. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Amr Zoheri. Vous êtes journaliste et chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, c'est une visite de la part du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, dans les territoires palestiniens, à Ramallah, où il s'est rencontré avec le président Mahmoud Abbas. Voilà. Comment vous voyez cette visite en ce temps, juste après le cessez-le-feu? Le cessez-le-feu, il reste malheureusement précaire et les efforts de l'Égypte continuent à bâtir à partir de ce cessez-le-feu pour arriver à un armistice entre les côtés palestiniens et israéliens. Du deux côtés palestiniens, donc dans la bande de Gaza et également en Cisjordanie, et cela a été accentué par la visite de le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry. Aujourd'hui, il a également visité la Jordanie pour avoir cette vision unique et partagée entre pays arabes, notamment ceux concernés par le conflit, directement par le conflit israélo-palestinien, comme on le sait. Le côté jordanien, il contrôle les zones musulmans et chrétiens de Jérusalem, qui ont été victimes des atrocités israéliennes pendant presque 2 semaines, qui ont mené une bataille qui a enflammé Gaza également, quelques parties en Israël, de tous les côtés, de toutes les parties qui ont regardé ce qui s'est passé. Et on constate que les deux côtés, ils ont sorti perdants de cette équation. Et l'Égypte essaye de remettre le processus de paix sur ses pieds de nouveau. Là, c'est surtout que le président palestinien Abbas a remercié l'Égypte et le président égyptien d'avoir accordé 500 millions de dollars pour la reconstruction de Gaza. Oui, c'est une initiative très appréciée de la part du président Sisi, de la part du président palestinien Abbas, qui sait, en dépit de la situation, pas énormément magnifique en Égypte, on participe et on ne lâche pas les responsabilités qui nous ont été attribuées par la communauté internationale et par le monde arabe et aussi par le côté palestinien. Parce que, par exemple, le territoire de Gaza, il était avant l'occupation en 1948 sous la direction égyptienne, comme la Cisjordanie était sous la direction jordanienne. Et cela remet la responsabilité égyptienne de la réussite de ce processus en question, et pas uniquement en question, en défi, parce que l'Égypte croit réellement qu'une solution ou une résolution juste et durable pour ce conflit, qui donnerait aux Palestiniens leurs droits malheureusement bafoués par l'occupation, cela va maintenir une paix juste et durable dans la région, et cela va
mettre le monde entier en stabilité nécessaire pour les défis qui affrontent l'humanité aujourd'hui, comme le changement climatique et comme également le processus de combattre la pauvreté et également les famines qui sont dans plusieurs endroits du monde. Et malheureusement, les guerres continuent. On a vu à Tigré, par exemple, des massacres, etc. Il y a la famine au Yémen, par exemple, la situation des enfants, elle est catastrophique. Donc, il faut de la communauté, il y a un devoir de la communauté internationale actuellement de prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités, à tous les niveaux, pour pouvoir arriver, pour une fois, une toute, à une humanité assez digne de la planète qu'on hérite aujourd'hui et qu'on espère la faire hériter avec un statut meilleur à nos générations futures. Je répète que l'Égypte a participé avec 500 millions de exactement, de pour la dollars reconstruction pour de la Gaza. reconstruction. C'est un début, c'est une perspective également parce que pour la reconstruction de Gaza, Oui. les Américains, la plupart de la communauté internationale souhaitent participer dans la reconstruction de Gaza, mais la situation hégémonique de Hamas là-bas, elle fait en sorte que la manque de confiance, il y a un manque de confiance vis-à-vis de Hamas, et ainsi il faut avoir des intermédiaires comme l'Égypte qui peuvent faire cette reconstruction avec toute l'expertise des entreprises égyptiennes dans la construction au niveau de construction. On a vu cela par l'Irak également, qui ont souhaité avoir notre expertise dans ce domaine de la construction. Et ainsi, on peut réaliser cette reconstruction sans mettre l'huile sur le feu, en précisant que le Hamas est le seul moyen ou représentant pour pouvoir effectuer cette reconstruction. Donc, un engagement plus efficace et plus souhaitable de la part de l'autorité palestinienne et un accord entre les factions palestiniennes, donc l'autorité palestinienne principalement et le Hamas, serait utile, très utile et très important pour les mois et les années à venir. Ouais, très bien. Le président américain, Joe Biden, a fait des appels téléphoniques. Il a appelé le président Abdel Fattah el-Sisi et il a appelé quand même le Premier ministre Netanyahou et le président palestinien pour les féliciter d'avoir réalisé le cessez-le-feu. Mais aussi un pas de la part diplomatique, de la part de l'administration américaine, que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit quitter aujourd'hui Washington pour se rendre à Tel Aviv à la rencontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Ramallah pour s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en Égypte et en Jordanie. À la demande du président Biden, je me rends à Jérusalem, Ramallah, Le Caire et Amman pour rencontrer les parties afin de soutenir leurs efforts pour renforcer un cessez-le-feu après le conflit meurtrier entre Israël et Gaza, a déclaré Blinken sur Twitter. Les États-Unis se sont engagés dans une diplomatie active pour mettre fin aux hostilités et réduire les tensions, a-t-il ajouté. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Comment les États-Unis peuvent-ils jouer un rôle efficace dans l'instauration de la paix dans les territoires palestiniens? Je pense là que les États-Unis, sous la direction du président Biden, représentent une opportunité historique. Parce que déjà, il y a une sorte de motivation et une conviction américaine pour l'application
solution de deux États. Oui. Donc, M. Biden a précisé cela, et toute la diplomatie américaine, donc le secrétaire d'État Blinken, va bâtir et bâtit les perspectives sur cette base. Ouais. Donc, il y a un point très important, un accord entre toutes les parties du conflit. Donc, à partir de cette base, on peut reconstruire et construire un processus de paix digne et acceptable par tous les côtés. Mais ce qui sera apprécié, c'est de ne pas mettre les bateaux dans les roues du côté israélien et du côté du Hamas également, et pour arriver à bénéficier, pour pouvoir bénéficier au maximum de ce moment historique qui se présente. C'est une opportunité parce que le président Biden, il est convaincu de la nécessité de la paix, une paix juste et durable, avec l'application de ce qui est très important, donc l'application de base des résolutions des Nations Unies, donc comme en étant Jérusalem-Est capitale d'un État palestinien, et un État qui pourrait représenter le rêve des Palestiniens qui a duré presque 80 ans aujourd'hui. Très bien. Bon, on passe à un autre sujet, mais c'est concernant la question israélo-palestinienne. Un cessez-le-feu est enfin accepté jeudi dernier entre les deux partis palestiniens et israéliens, après 11 jours de combats et de violences qui ont fait plus de 240 victimes dans les deux camps. Cette trêve dans la bande de Gaza, territoire palestinien de 2 millions d'habitants sous blocus israélien, est officiellement entrée en vigueur vendredi à 2h du matin. L'accord acquis après d'intenses tractations diplomatiques et favorisé par l'Égypte et l'ONU a été célébré dans la bande de Gaza et la Cisjordanie. L'idée d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza était largement soutenue par la communauté internationale. Le point avec Salih Hamed et Yara Choucha. Jours après le début des combats, Israël et Hamas ont approuvé enfin un cessez-le-feu jeudi dernier. Cette trêve dans la bande de Gaza, territoire palestinien de 2 millions d'habitants sous blocus israélien, est officiellement entrée en vigueur vendredi. Dès l'entrée en vigueur de cette trêve, des milliers de Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues du centre de Gaza. Des manifestations de joie se sont aussi multipliées dans des villes de la Cisjordanie occupée, tandis que l'armée israélienne ne faisait mention d'aucune nouvelle alerte à la roquette. L'idée d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza était largement soutenue par la communauté internationale. Les discussions se sont intensifiées mardi après la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron à Paris, ainsi qu'avec le roi Abdallah II de Jordanie qui a participé via visioconférence. Les trois dirigeants se sont mis d'accord sur 3 points essentiels. Les tirs doivent cesser, le moment est venu d'un cessez-le-feu et le Conseil de sécurité de l'ONU doit se saisir du sujet, indiquant une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU dévoilée par l'Élysée. Dans la foulée mercredi, le président américain Joe Biden a durci le ton avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, appelant à une désescalade le jour même en vue d'un cessez-le-feu. Par ailleurs, 2 délégations égyptiennes sont envoyées à Tel Aviv et dans les territoires palestiniens pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu et le processus pour maintenir des conditions stables de manière permanente. Dès l'entrée en vigueur de cette trêve, des milliers de Palestiniens ont célébré l'événement. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'état-major de l'armée et des services de renseignement ont accepté à l'unanimité l'initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans condition. L'armée israélienne a revendiqué la destruction de 100 km de tunnels dans la bande de Gaza et la mort de 225 membres du Hamas et du djihad palestinien, dont 25 hauts commandants. Voilà,
Enfin, l'accord a été acquis, l'accord de cessez-le-feu, après des efforts diplomatiques incroyables de la part de beaucoup de parties de la communauté internationale. Quand vous voyez le rôle des différentes parties? Tout le monde, le monde entier, il était choqué parce qu'il s'est passé ces 11 jours du côté de ce qui s'est passé à Jérusalem et dans le monde entier. Et l'inconvénient que cela pourrait à l'avenir se reproduire. Donc, ce qui s'est passé, c'est un balai diplomatique assez considérable avec beaucoup de concessions, et pas concessions, mais l'Égypte, par exemple, elle s'est portée garant pour le processus. Beaucoup de partis, ils ont fait des efforts. Les pays musulmans et la conférence des pays islamiques, ils sont rencontrés également aujourd'hui à Téhéran. Ils ont fait un 20 points donc il y a des efforts. Donc l'ONU, tout le monde a déployé ses efforts pour arriver à ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, il est très important, mais il faut arriver à un moment que ce soit durable, que ce ne soit pas éphémère et précaire, que ce soit une sorte d'armistice et une sorte d'accord de relancement de processus politique du côté palestinien avec un gouvernement uni entre ou avec une sorte de gouvernement de compromis, oui, entre l'autorité palestinienne et le Hamas, d'une façon que les choses s'améliorent pour le citoyen palestinien qui vit sous occupation depuis la création de l'État d'Israël, malheureusement. Pour ceux qui vivent dans les territoires de 48, qui subissent aujourd'hui beaucoup d'injustices voilà, du côté israélien, et également ceux qui ont été occupés en 67 du côté de la Cisjordanie et du Gaza. Donc, il ne faut pas, du côté israélien comme palestinien, mettre les bateaux dans les roues et penser à trouver une solution définitive et juste pour tout le monde, et avec une garantie de la neutralité des endroits saints pour les trois religions. Moi, je pense personnellement que la forme du premier accord du partage, c'était un peu, 148, c'était un peu juste. Donc, un statut international de Jérusalem, ce serait la bonne solution. Mais malheureusement, il n'est pas compromis actuellement, et même pour les États-Unis. Et je pense que l'administration démocrate, ils sont conscients aujourd'hui, plus même que l'administration d'avant, que l'ambassade américaine aujourd'hui, elle est sous territoire illégalement annexé par Israël. Il n'est pas donc. Selon les lois internationales, la présence de l'ambassade américaine à Jérusalem n'a pas un statut conforme avec les lois internationaux et le droit international. La légitimité internationale. Donc il faut trouver une solution juste et légale et légitime pour tout le monde, d'une façon d'arriver à une vie meilleure pour les populations palestiniennes, avec une solution de choix pour les Arabes de 48, et en même temps arrêter la déportation et la démolition des maisons. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe à Jérusalem rappelle des moments très sombres de l'histoire de l'humanité qu'on espère tous oublier. Et pourquoi arriver à ce point et arriver à ce niveau d'incompréhension juste pour
avoir au maximum de profit et gagner des élections et sans prendre en compte les réactions de la partie adverse. Ce n'est pas une partie adverse que j'aimerais bien le constater parce qu'ils partagent depuis des dizaines, des décennies et des décennies le même territoire et le même pays. Donc il y a une unité de sort, même si, par exemple, un tremblement de terre affecte la Palestine, les deux côtés, il y aurait des victimes des deux côtés. Donc il y a un sort partagé, à part le partage de territoire, qui devrait être compromis que la justice sont les garants de ce qui est espéré de Jérusalem comme une ville de paix et une miroir de la paix et la pacificité qui peut retrouver l'humanité aujourd'hui au XXIe siècle. Ce cessez-le-feu ou bien cet arrêt de guerre, de combat entre les deux parties a été vraiment parrainé par l'Égypte, mais il y avait quand même une grande coopération de la part de la communauté internationale. Par exemple, le Conseil de sécurité, dirigé actuellement, ou bien en mois de mai, par la Chine, a joué un grand rôle de peut-être rassembler un seul avis ou une seule opinion mondiale concernant ce qui se passe, à part, si on peut le dire, les États-Unis qui étaient à part ces 14 pays. Mais il n'y avait pas d'autres solutions. Et même les Américains, ils ont convaincu que la solution acceptable serait la solution de deux États. Donc, c'était pas impossible, mais ils ont réalisé des efforts diplomatiques très considérables et très appréciés. Les Chinois et tout le Conseil de sécurité et tous les pays des Nations Unies, même l'Assemblée générale et tout le monde y participe. C'est un processus, malheureusement, qui a accompagné l'ONU depuis son existence depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est le moment de réussir quelque chose d'énorme pour montrer que cette organisation sert à quelque chose. C'est pas l'UNRWA, c'est très important, etc. Et affronte des problèmes et des bâtons dans les roues du côté israélien. Mais quand même, il faut démontrer plus de solidarité et plus de solidité de la part de la communauté internationale pour soutenir la population palestinienne. Très bien. La communauté internationale salue la trêve décidée par Israël et le Hamas à Gaza. Le président américain Joe Biden a estimé que le cessez-le-feu représentait une vraie opportunité d'avancer vers la paix, tout en exprimant sa sincère reconnaissance à l'Égypte pour son rôle dans les négociations. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de son côté salué le rôle central et historique de l'Égypte à l'égard de la cause palestinienne et a appelé à la reconstruction et à un rétablissement rapide et durable qui soutient le peuple palestinien et renforce leurs institutions. Le Royaume-Uni, le chef de la diplomatie française, l'Union européenne ont salué la trêve et le président palestinien Mahmoud Abbas a adressé ses remerciements au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour les efforts déployés par l'Égypte visant à restaurer le calme sur les territoires palestiniens. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le cessez-le-feu déclaré entre les Palestiniens et les Israéliens a été salué de la part de toute la communauté internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a salué le rôle central et historique de l'Égypte à l'égard de la cause palestinienne, de ses relations efficaces avec toutes les parties, ainsi que ses efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région. Le chef de l'État égyptien a également reçu un appel téléphonique du président américain Joe Biden qui a exprimé son appréciation et son estimation pour les efforts inlassables du président Al-Sisi avec toutes les parties de la cause palestinienne pour faire cesser l'effusion de sang.
Biden a estimé que le cessez-le-feu représentait une vraie opportunité d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens. Le président palestinien Mahmoud Abbas a pour sa part adressé ses remerciements au président As-Sisi pour les efforts déployés par l'Égypte visant à restaurer le calme, reconstruire la bande de Gaza et reprendre le volet politique permettant de mettre fin à l'occupation israélienne du territoire de Palestine. M. Abbas a tenu ses propos lors de sa réception de la délégation sécuritaire égyptienne au siège de la présidence palestinienne à Ramallah. Parallèlement, le président palestinien et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ont exprimé leur sincère reconnaissance pour les efforts de médiation consentis par l'Égypte afin de conclure une trêve à la bande de Gaza. Les deux bords ont salué, lors d'un appel téléphonique, le cessez-le-feu et examiné les procédures nécessaires pour le maintenir. Le Royaume-Uni a été de même l'un des premiers pays à saluer l'accord, approuvé par Israël et le Hamas, et a appelé toutes les parties à le rendre durable. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a salué la cessation des hostilités qui interrompt un siècle de violence dont le bilan humain est lourd pour les populations civiles. L'Union européenne se félicite pour sa part du cessez-le-feu annoncé, mettant fin à la violence à Gaza et ses environs. Monsieur Hamel Zouheli, vous êtes journaliste et chercheur, je rappelle bien sûr. Voilà, toute la communauté internationale, les regards se sont fixés vers les territoires palestiniens, vers Israël, ce qui se passe, les victimes, l'effondrement des bâtiments, etc., etc. Et voilà, d'un coup, il y a eu un cessez-le-feu parrainé par l'Égypte. Alors, toute la communauté internationale s'est précipitée pour remercier l'Égypte pour tous ses efforts d'avoir arrêté et arrivé à ce cessez-le-feu et ce calmement de la situation. Comment vous voyez vraiment le rôle de l'Égypte pour arriver à ce cessez-le-feu? Je vois que l'Égypte, elle continue son rôle primordial et qui continue depuis des années, malheureusement. Historique. Historique, oui, c'est un rôle historique, mais qui a été interrompu par les circonstances qui sont passées les quelques années passées. Mais actuellement, c'est une reprise. C'est une reprise qui a été imposée par la situation, par la complexité de la situation, avec un engagement personnel de l'ensemble des responsables de l'Égypte. Même que c'est le moment ou jamais pour réaliser la paix en Palestine. Et, par exemple, aujourd'hui, Al-Azhar, il a envoyé le plus grand convoi d'aide humanitaire de son histoire à Gaza. Donc il y a un engagement de solidarité pour le peuple frère palestinien parce que nous sommes presque le même peuple. Nous sommes devenus le même peuple, la même langue, la même religion, la même famille, etc. Entre le Sinaï, par exemple, et Gaza, il y a des liens familiaux, etc. Donc, l'Égypte s'est engagée à prendre cette responsabilité historique en pensant bien que cela, c'est la meilleure chose à faire. Parce que cela, ça va décontracter la situation et va remettre toute la région dans un processus ascendant de développement et de progrès, si jamais une paix juste et durable sera réalisée. Malheureusement, c'est des intentions, mauvaises intentions personnelles qui interrompent souvent le processus de paix, soit du côté israélien ou du côté palestinien. On a vu des désaccords entre le Hamas et les autorités palestiniennes. Tous ces problèmes et ces conflits peuvent être résolus pour le bien du peuple palestinien. Et la priorité de l'autorité égyptienne, c'est le bien de la population palestinienne. En dépit de celui-ci, il soutient qui ou celui-là soutient qui. Donc, on a une sorte de rôle de neutralité et un rôle d'arbitre. Et cela nous donne une sorte de flexibilité pour avoir la confiance du côté de toutes les factions, toutes les parties en conflit. Et on essaye
on le voit cela par les responsables diplomates égyptiens, avec la présidence et tous les responsables égyptiens, avec un sentiment et une volonté de faire le meilleur pour l'ensemble de la population de la région, de résoudre les choses sans arbitraire, mais avec beaucoup de justesse, avec bien penser la situation de chaque partie adverse, comment elle raisonne et comment elle pense, et pour trouver toujours des compromis. Le problème qu'il y a eu une volonté politique de ne pas avoir de compromis, et si jamais il y a une volonté diplomatique et politique de tous les côtés en conflit de réaliser une paix juste et durable, cela est réalisable et faisable. Très bien. Bon, je passe à notre dernier point. C'est concernant les aides humanitaires que l'Égypte a envoyées. Par exemple, l'Égypte a envoyé le plus grand convoi d'aide à la bande de Gaza, des produits fournis par le fonds Vive l'Égypte. Ces aides s'inscrivent dans le cadre des directives du président de la République pour soutenir les frères palestiniens dans la bande de Gaza. Le point avec Salih Ahmed et Yara Foucha. Son appréciation à la fin. L'Égypte a envoyé le plus grand convoi d'aide à la bande de Gaza, composé de 130 camions chargés de 2500 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de lait infantile, de vêtements, d'appareils électriques et de divers besoins fournis par le fonds Vive l'Égypte. Ces aides s'inscrivent dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour soutenir les frères palestiniens dans la bande de Gaza. Le convoi du fonds Tahia Misr, où Vive l'Égypte, est arrivé dimanche au terminal de Rafah en prévision de son passage à la bande de Gaza pour acheminer des aides égyptiennes aux côtés palestiniens. Le convoi comprend des conteneurs chargés de toutes sortes de vivres, ainsi que des masques médicaux, des vêtements, des médicaments et d'autres produits fournis par le fonds. Parallèlement, le Fonds d'urgence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a annoncé avoir organisé un convoi de 12 conteneurs de fournitures médicales qui sont entrés à Gaza vendredi dernier. L'aide humanitaire est arrivée à la bande de Gaza via le point de passage de Kerem Shalom pour soutenir les enfants et les familles en raison de la récente escalade. L'envoi comprend un conteneur de trousses de premiers soins, d'antibiotiques et d'autres médicaments anti-infectieux et 10 000 doses de vaccins Sinopharm contre le Covid-19. Environ 50 000 enfants ont fui leur maison à cause de ces violences. D'autre part, les autorités égyptiennes ont continué d'ouvrir le terminal de Rafah à titre exceptionnel pour recevoir les blessés venant de la bande de Gaza et apporter de l'aide dans la bande. Sur le même terrain, le porte-parole du Croissant Rouge palestinien, Jihad Abou Hatab, a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien pour le soutien incessant fourni à la Palestine. Il a souligné que le Croissant Rouge avait levé l'état d'urgence au degré 4, décrété l'état d'alerte dans tous les départements et haussé le nombre de travailleurs ambulanciers pour relever les défis résultant de l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza. Monsieur Amlezoueli, la seule frontière qui peut être ouverte pour sauver les Palestiniens, c'est les frontières entre l'Égypte et la bande de Gaza, c'est Rafah. Ouais. L'Égypte a décidé d'ouvrir pour toute aide, pour les déplacements, pour toute aide humanitaire. Faciliter cela, c'est très important, surtout du côté israélien, c'est fermé. Ouais. Donc il y a une sorte de blocage total pour la bande de Gaza, et ce blocage, il est le problème essentiel, c'est que l'Égypte aujourd'hui, elle bien sûr soutient le côté palestinien, mais elle a en tête, elle est bien consciente que cette situation, si elle va continuer, malheureusement, ce qui s'est passé, cela de nouveau à répétition, parce que cela a déjà été en 2014, avant il y a eu
une guerre à Gaza. Donc c'est les probabilités d'une répétition de ce scénario reste probable. Reste probable. Donc la motivation la plus importante de l'Égypte aujourd'hui au niveau diplomatique, c'est d'en finir avec cette situation, de pouvoir trouver dans le cadre d'un accord plus global une facilité pour le transport et le déplacement de la population palestinienne à l'intérieur des territoires occupés et à l'intérieur d'Israël. Donc cela reste à motiver et à faire, etc. Mais aujourd'hui, la priorité est de sauver la situation humanitaire. Cela va durer quelque temps, mais l'essentiel à faire serait de motiver une action qui terminera cette situation de blocage, ou ce statut de blocus, et au blocage définitivement. Comment le passage de Rafah, quand l'Égypte l'a ouvert, comment a sauvé les Palestiniens? Parce que cela a donné un échappatoire pour les ambulances, pour les vivres également, parce que selon la loi internationale, Israël est responsable de territoires occupés. Donc ils doivent leur offrir le bien et les vivres, etc. Et malheureusement, ce qu'ils font à chaque fois, c'est à chaque fois ils dépassent une étape. Cette fois-ci, il y a eu un crime, on peut le considérer ainsi, en attaquant les bureaux de presse. C'est un crime contre la liberté de l'expression. C'est un moyen de... L'effondrement des immeubles. Oui, également, mais c'est un moyen de cacher la vérité. C'est des comptes de correspondants de guerre, des journalistes professionnels qui font leur travail. Soit ce soit pour la société de presse, soit pour Al Jazeera, soit pour n'importe qui. C'est des journalistes, c'est presque neutre. Ils essayent de retransmettre ce qui se passe sur le terrain et de faire leur travail. Exactement. Et ils sont, selon les accords de Genève, ils sont protégés dans cette situation de guerre. Ce que les Israéliens font, c'est un crime contre la liberté de l'expression. Et ça continue à ce niveau. Donc il y a une complexité de la situation, mais s'il y a, comme l'Égypte possède aujourd'hui, une volonté politique pour résoudre et retrouver, j'ai dit retrouver, s'ils bâtissent, selon les accords passés, soit de Camp David avec Sadat, soit de Madrid, soit ainsi de suite, jusqu'à où c'est arrêté. Mais de retrouver et trouver une paix juste et durable d'une façon définitive pour résoudre ce conflit pour une fois et pour toutes et à jamais. Très bien, c'est une très bonne conclusion. C'est notre objectif, tous, en tant qu'êtres humains, c'est d'arriver à une paix juste et globale entre Israéliens et Palestiniens et mettre fin et éviter un régime d'apartheid dans le monde du XXIe siècle. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Amr Zoheri, vous êtes journaliste et chercheur. Merci pour ces analyses et ces explications. Merci pour vous d'avoir suivi cette émission. On se donne un rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.